Gonjitito me dit, penses-tu que Strasbourg pourra s'affranchir de Chelsea pour exister ou devra rester dans l'ombre? Ça m'énerve parce que je voudrais qu'on m'explique où Strasbourg est dans l'ombre de Chelsea. Mettez-vous bien dans le crâne que Bluco a deux clubs et ne considère en aucun cas, et ça je le sais, ne considère en aucun cas Strasbourg comme une succursale de Chelsea, mis à part les deux joueurs qui ont été prêtés par Chelsea, Petrovic et Santos, qui se trouvent être les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Mais bon, voilà, tous les autres joueurs sont sous contrat à Strasbourg. Je veux dire, Bluco a investi 60 millions dans l'équipe au dernier mercato. Et on avait investi 50, même s'il y avait eu des ventes avec Bellegarde, Sels et Diallo. Il faut arrêter de croire, voilà. Il y a pas de dogmatisme sur la multipropriété. Il n'y a pas, tous les multipropriétaires sont pas des vilains véreux qui veulent juste faire du fric et du trading. De toute façon, on verra bien à la fin de la saison ce que va faire le Bluco l'année prochaine. Je peux vous dire, sans trahir de secret, que Bluco est très ambitieux pour le Racing la saison prochaine et les saisons suivantes. Et peu importe si Chelsea et Strasbourg sont dans la même compétition européenne, parce que c'est effectivement quelque chose que les dirigeants ont déjà anticipé et qui se passera très bien. De toute façon, pour les gens qui doutent, le juge de paix de tout ça, c'est Marc Keller. Franchement, Marc Keller, il a vendu ses parts du club. S'il n'était pas satisfait de la manière dont les choses se passent, il quitterait le club et ça lui permettrait d'avoir peut-être des ambitions à la Fédération française de foot ou à la Ligue ou je ne sais pas ou quoi. Donc le jour où Marc Keller jettera l'éponge, si ce jour doit arriver, là on pourra se dire effectivement que Bluco déconne. Mais il faut arrêter de faire croire que ces gens-là sont le diable. Ils ont investi dans le stade, ils ont investi dans le centre d'entraînement. Ils veulent d'ailleurs encore plus agrandir le centre d'entraînement. Donc, à un moment donné, arrêtez avec ça. Jeannot MQE me dit, quelle est ta région préférée en France? Ben, celle où j'habite, la Loire-Atlantique, voire, si on veut, la Bretagne, par extension. Il y a la mer, il y a une qualité de vie, voilà, on est heureux ici. Alors, il y a certainement des endroits en France qui sont plus jolis que le Remblai de la Baule avec ses immeubles, ça je veux bien l'entendre. De toute façon, c'est là que j'ai choisi de vivre, hein, donc c'est forcément là, en toute logique, que je me plais le plus. Alexandre Nadalojo me dit, 4e défaite consécutive pour Toulouse, malgré un jeu loin d'être cata. Ton avis sur l'inefficacité offensive des Violets entre les gros ratés de Babica devant le but à Marseille l'autre jour et les poteaux plus les arrêts de Chevalier contre Lille. Peut-on dire que Toulouse est très mal payé au niveau des résultats en ce moment? Oui, d'ailleurs. J'avais été très séduit par le jeu de Toulouse lors de la venue et de la victoire de Strasbourg. C'est vrai que cette équipe de Toulouse, elle démontre des vrais progrès dans le jeu qui malheureusement ne se traduisent pas dans les résultats parce que tu manques d'efficacité. Bon, c'est vrai que contre Lille, il tape 2 fois le poteau dans le premier quart d'heure. Chevalier fait plein d'arrêts en seconde période et que Lille marque pratiquement 2 buts sur ces 2 frappes cadrées. C'est des choses qui arrivent, d'ailleurs assez souvent en ce moment en Ligue 1. Je pense que cette équipe de Toulouse est en progrès. Ces progrès pourraient se confirmer si l'équipe était conservée l'année prochaine. Alors maintenant, est-ce que cette équipe va être conservée? Ça, c'est un vrai mystère. Aurélie Matt me dit Nicolas de Taverneau nommé directeur de la LFP Média. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose pour les droits télé? Je pense que... Je suis d'ailleurs très étonné que Nicolas de Taverneau ait accepté ce poste. C'est quelqu'un que je connais bien puisque j'ai travaillé à M6, quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un homme qui a une vision, c'est un vrai grand chef d'entreprise qui a été président des Girondins de Bordeaux, qui connaît les droits télé puisque M6 a quand même diffusé des Coupes du Monde, un Euro, des matchs de Coupe d'Europe.
Et voilà, il a un carnet d'adresses énorme. Et je pense effectivement que si Nicolas Taverneau appelle Maxime Saada, Maxime Saada va décrocher. Je suis pas certain que si la Brune l'appelle, ils se prennent pas un stop de la secrétaire. C'est pas parce que Nicolas Taverneau devient président directeur de LFP Média que Canal va remettre des sous, mais je pense que ça va ouvrir effectivement des possibilités de discussion. Les potentiels investisseurs vont peut-être voir la chose différemment. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que Nicolas Taverneau devienne président de la Ligue, parce que ce serait quand même autre chose que l'autre, quoi. GG Boubouche me dit, la LFP qui protège le PSG en Coupe d'Europe, c'est bien, mais comment se fait-il qu'il n'a pas aussi protégé Lyon? Surtout que Lyon joue encore une place importante dans le championnat, contrairement au PSG. Parce que Lyon n'a pas fait la demande. Lyon, Fonseca ne voulait pas casser le rythme de son équipe et souhaitait jouer à Auxerre ce dimanche. Après, il faut aussi voir que Lyon va jouer le jeudi contre Manchester, le dimanche contre Auxerre, et de nouveau le jeudi contre Manchester, alors que Paris a joué le mercredi contre Lille et joue le mercredi contre Aston Villa et joue le retour le mardi. C'est-à-dire que si tu avais joué contre Nantes, ça fait 3 matchs en 6 jours. Alors effectivement, vu que le Paris est déjà champion, on s'en fout un peu, mais bon, tu peux pas mettre 11 joueurs, 11 autres joueurs, donc tu as toujours un risque de blessure, d'usure physique. Moi, je trouve ça tout à fait normal que le PSG soit protégé, et franchement, à partir du moment où Lyon ne fait pas la demande, c'est normal aussi. Et puis, quand on voit la qualité du match de Lyon à Auxerre, on peut se dire aussi que Fonseca a eu raison. Clément Nedelcu, voilà. Concernant le format des podcasts, je trouve qu'il serait intéressant d'avoir une sorte d'analyse ou de prise de recul après chaque journée de championnat pour faire du point sur la dynamique, le classement, les prochaines échéances. Je trouve que ça rendrait les vidéos encore plus intéressantes pour aller un peu plus loin que le contenu des matchs. Qu'en penses-tu? Oui, pourquoi pas, mais quand? Parce que si tu veux, là, on est dans une période où il n'y a pas beaucoup de jours creux qui permettraient effectivement de prendre du recul pour ça. Et si, il y a Face à Pierrot, où finalement je réponds à beaucoup des problématiques que tu évoques dans ta question. Voilà, là, samedi, je fais les 4 premiers matchs. Le dimanche, je fais les 5 suivants. Lundi, Face à Pierrot. Et là, dès demain soir, t'as PSG Aston Villa, mercredi t'as la suite, jeudi t'as Lyon, donc t'as forcément comment dirais-je, une actualité qui est assez folle en ce moment, et il n'y a pas beaucoup de temps pour prendre du recul, quitte, ou alors il faudrait faire encore plus de vidéos, et voilà, je pense aussi que trop de vidéos tue la vidéo, et qu'à un moment donné tu vas saouler les gens, quoi. Pierrick Liep me dit, Alex Lissa du 06, Alex Penon et d'autres sont régulièrement cités dans tes Face à Pierrot. Lors de la création de ta chaîne YouTube, pensais-tu avoir des followers aussi réguliers et fidèles au poste? À titre perso, je te suis depuis des années, je suis très flatté à chaque fois que je suis cité. Et si tu veux, c'est un peu ça pas le problème, parce que c'est pas un problème, c'est que les gens, visiblement, et j'en suis très fier, sont flattés que leurs questions soient choisies. Ce qui est extraordinaire, c'est les gens qui me disent ouais, moi je te poserais bien pourquoi tu prends toujours les mêmes, moi je te poserais bien une question, mais tu prends toujours les mêmes. Et les mecs ne posent pas de questions. C'est un petit peu problématique, effectivement, que ce soit Alex Nissa, Alex Penon ou Kéké Détown ou d'autres. Ils posent une dizaine de questions tous les lundis. C'est des questions générales de grande qualité, fouillées, et moi je regarde pas forcément le nom. Moi je lis toutes les questions, donc, et je choisis pas je me dis pas c'est la question d'Alex ou d'Alex, puisque les deux s'appellent Alex, je vais forcément la prendre. Non, je choisis les questions pour leur qualité, et pas du tout parce que c'est des gens que je ne connais pas, donc Alexandre Nadalojo, match retour le même jour et la même heure avec Real Arsenal et Inter Bayern. Quel match vas-tu regarder en priorité mercredi?
Je vais regarder Real Arsenal en priorité, même si j'aurais Inter Bayern sur mon ordi. Après, il est évident que le match Real Arsenal, je peux m'en désintéresser assez rapidement. Par exemple, si Arsenal venait à ouvrir le score ou s'il y avait 0-0 à la mi-temps. Voilà. Encore une fois, je ne crois pas une seconde à la qualification du Real. Donc, mais bon, je vais regarder les deux. GG Boubouche me dit les génies de la LFP qui programment les barrages L1 L2 le même week-end que la finale de la Coupe. Manque de bol, le Reims risque d'être barragiste. Comment est-ce possible de si peu réfléchir? Comment c'est possible d'être en finale de la Coupe et d'être barragiste de la Ligue 1? C'est aussi ça l'écueil, le problème. Je pense que avec la victoire à Lens, Reims s'éloigne de ce risque. De toute façon, si c'était le cas, il y aurait forcément une adaptation du calendrier, mais c'est difficile effectivement de prévoir ce genre de choses, parce qu'effectivement, c'est vrai que aujourd'hui cette Coupe de France sur 90 minutes sur un match est assez aléatoire et que tu peux te retrouver effectivement rapidement en finale. Donc voilà, effectivement, c'est difficile de tout prévoir, y compris ce genre de cas.